La pauvreté. C'est un sujet tellement complexe. On a souvent l'impression que c'est une sorte de fatalité, ou alors une histoire de malchance individuelle. Mais et si c'était pas du tout ça? Et si la pauvreté, au lieu d'être un accident, était en fait la conséquence très logique de certains choix politiques? Voilà la question qui dérange. On part souvent du principe que si on est riche, c'est qu'on a travaillé dur, et si on est pauvre, c'est qu'on est un peu paresseux. Eh bien, l'analyse qu'on va décortiquer aujourd'hui nous invite à, disons, bousculer un peu cette idée toute faite. Bon, alors allons-y. L'argument central, il est assez direct. La pauvreté, la plupart du temps, ce n'est pas la faute de l'individu. C'est le produit d'un système. Et ce système, il est entièrement façonné par les politiques publiques. Voyons un peu comment cette idée se défend. Pour ça, on va suivre un parcours en 4 temps. D'abord, on va se poser la question de la responsabilité. Ensuite, on va regarder concrètement comment des politiques peuvent fabriquer de la pauvreté. Puis, on verra l'ampleur du truc avec l'image de la pyramide inversée. Et enfin, on terminera sur un choix fondamental, l'humain ou le marché. Première étape donc. Et là, il y a une distinction qui est vraiment cruciale à faire. Parce que toutes les situations de détresse ne se ressemblent pas, et surtout, elles n'appellent pas la même réponse. En fait, il faut séparer deux choses. D'un côté, il y a les coups du sort, les trucs inévitables. Un handicap de naissance, une catastrophe naturelle. Là, la réponse, c'est la protection sociale, la solidarité. Mais de l'autre côté, quand la pauvreté est créée par le système lui-même, alors ce n'est plus une question de charité, ça devient une question de justice sociale. Le but n'est plus seulement d'aider, mais de corriger les politiques qui créent l'injustice à la base. Bon, maintenant, on rentre dans le vif du sujet, les mécanismes concrets. Comment, dans les faits, est-ce que les décisions d'un gouvernement peuvent appauvrir une partie de sa population? L'analyse identifie 4 grands leviers. Voilà les 4 piliers de cette machine à créer de la pauvreté. Ça touche aux services essentiels, à la façon dont on collecte et on dépense l'argent, à où on choisit d'investir et à comment on fixe la valeur du travail. On va les regarder un par un. Le premier levier, c'est quand on néglige les biens publics. La santé, l'éducation, ce ne sont pas des produits comme les autres. Le marché tout seul ne pourra jamais les offrir de façon juste à tout le monde. Donc, si un État décide de ne pas investir massivement pour garantir un accès de qualité pour tous, en fait, il condamne les plus modestes à rester bloqués dans la pauvreté, parce qu'il n'aura jamais les outils pour s'en sortir. Deuxième point, la politique fiscale. En gros, comment l'État prend l'argent et comment il le redistribue. Si le système d'impôt pèse plus sur les classes moyennes que sur les plus riches, et si en même temps les dépenses de l'État, genre les contrats de défense ou les grosses subventions, profitent surtout aux très grandes entreprises, eh bien le système ne fait qu'aggraver les inégalités. Il rend les pauvres plus pauvres. Troisième levier, où va l'argent public quand on investit? Ces choix ne sont jamais neutres. Si on construit des routes et des infrastructures dans des zones touristiques de luxe ou des quartiers d'affaires, ça enrichit directement les propriétaires de ces zones. Mais si, pendant ce temps, on laisse les zones rurales ou les quartiers populaires à l'abandon, l'écart se creuse. C'est un transfert direct de richesses publiques vers des intérêts privés. Le quatrième point, ça concerne le contrôle des prix et surtout des salaires. Et cette question, qui subventionne réellement qui? Elle est terrible. Quand les salaires du secteur public, les médecins, les profs, les fonctionnaires, sont maintenus super bas alors que le coût de la vie explose, ce sont eux qui subventionnent l'État avec leur travail sous-payé, pas l'inverse. Et ça mène à des catastrophes comme la fuite des cerveaux. Alors, quand on applique ces politiques-là à l'échelle du monde entier, les conséquences donnent le vertige. Pour bien comprendre, il faut changer de perspective et visualiser comment la richesse mondiale est structurée. Ce chiffre d'Oxfam, il est juste dingue. Les 1% les plus riches de la planète possèdent la moitié de toute la richesse. Il faut s'arrêter une seconde là-dessus. La moitié. C'est une concentration de capital tellement énorme que ça laisse très peu de place pour tous les autres. Et de l'autre côté du miroir, c'est encore plus choquant. La moitié la plus pauvre de l'humanité, on parle de presque 4 milliards de personnes, se partage moins de 1% de la richesse mondiale. La disproportion elle est à peine imaginable en fait. Cette situation, c'est ce qui nous amène à cette métaphore de la pyramide inversée. Une pyramide normale, c'est stable, ça repose sur une base très large. Eh bien, notre société mondiale, c'est l'inverse. C'est une pyramide posée sur sa pointe, un sommet énorme et très lourd qui repose sur une base minuscule et super fragile. Une structure comme ça, par définition, elle est instable. C'est le terreau parfait pour la colère, la frustration et les conflits. Tout ça nous amène à la question finale, une question qui n'est pas juste économique, mais qui est philosophique et politique. Au fond, quel genre de société est-ce qu'on a envie de construire?
Le marché, ce n'est ni bien ni mal. C'est un outil très puissant. Mais si on le laisse faire ce qu'il veut, c'est comme un cheval sauvage. Ça peut tout détruire sur son passage. Pour qu'il soit utile à la société, il a besoin d'un cadre, de règles. Bref, il faut le piloter. Et ça, c'est le rôle du politique. Et qui décide de ces règles-là? C'est ce que l'analyse appelle la matrice du pouvoir. Pour le dire simplement, si le pouvoir politique est surtout sous l'influence des plus riches, via le lobbying, le financement des campagnes, etc., alors les politiques serviront leurs intérêts. Si au contraire les citoyens ordinaires sont bien représentés, alors les politiques viseront davantage l'intérêt général. Du coup, on peut résumer le débat à deux grandes philosophies. D'un côté, un modèle où c'est la société qui doit s'adapter aux besoins du marché, et de l'autre, un modèle où on considère que le marché est un outil qu'on doit modeler pour qu'il réponde aux besoins de la société et de ses habitants. Et voilà la question qui reste en suspens. La pauvreté n'est peut-être pas une fatalité. C'est peut-être juste le résultat d'une certaine réponse à cette question. Et si on changeait la réponse, peut-être que ça changerait tout.